Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Heureux de vous retrouver pour explorer les choix stratégiques des entreprises à impact. Cette émission, c'est le rendez-vous de la responsabilité sociétale et environnementale des géants du CAC 40 aux startups. Tout le monde y trouve sa place, vous le savez, et on va continuer pour cette année 2021. Voici le sommaire de ce premier numéro de l'année. L'invité de Smart Impact, c'est Vincent Prolongeau, le directeur général de GB Foods France, qui exploite la marque Liebig. Quelle politique RSE, quelle réponse à la demande de bio des consommateurs? Il répond à mes questions juste après ces titres. Notre débat portera sur les défis des directeurs RSE pour cette nouvelle année. On verra que la décarbonation est devenue un enjeu business et que les conséquences de la crise sanitaire seront profondes en matière de développement durable. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Skytech. C'est une entreprise innovante dans le recyclage des plastiques. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Ideas. Les engagements RSE d'une marque phare, Liebig, 155 ans d'existence. On est en liaison avec Vincent Prolongeau, qui est le directeur général de GB Foods France. Alors, on a des petits soucis de liaison, mais on va quand même réussir à se parler. Bonjour. Est-ce que Liebig, c'est toujours l'une des marques préférées des Français dans les classements? Absolument. Nous sommes leaders avec un peu plus de 44% de part de marché. Plus de 9,5 millions de consommateurs nous ont consommé cette année et ils ont eu l'occasion de nous apprécier, de nous déguster lors des confinements encore plus que d'habitude. Donc oui, je vous confirme que Liebig fait référence. Liebig produit en Avignon, Liebig marque patrimoniale française. Mais alors, vous parlez du confinement, ça veut dire, parce qu'on pourrait imaginer qu'au contraire, les gens ont eu le temps de préparer eux-mêmes. Voilà, il y a eu beaucoup de cuisine faite à la maison. Malgré tout, vous avez vu la consommation augmenter? Absolument. On a vu la consommation à peu près augmenter de l'ordre de 10% cette année. Alors vous avez raison, on peut considérer que la soupe maison est notre principal concurrent et la possibilité d'avoir plus de temps pour le faire est une option. Mais également, je crois que la ménagère ou l'homme de maison aussi apprécie d'avoir la praticité de nos soupes, a réalisé qu'on a fait aussi, je pense, beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès dans la qualité des produits, dans le 100% naturel, dans le fait d'enlever tous les additifs, tous les colorants, d'avoir également un approvisionnement français. Bref, tous ces éléments-là, je pense aussi, ont été pour eux une occasion de redécouvrir une soupe qui est perçue parfois comme trop industrielle et trop injustement, je dirais, industrielle, alors qu'elle a beaucoup changé. Alors justement, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, la première réaction c'est de se dire Liebig ou vos concurrents, bon bah ok, on est en plein dans la nourriture transformée, on est dans l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Et vous le savez mieux que moi, même si on le voit régulièrement dans cette émission, la demande de bio, de naturel, elle est en très forte augmentation dans notre société. Est-ce que vous avez dû modifier vos ateliers de production, par exemple, pour répondre à cette exigence des consommateurs ? Alors oui, bien sûr, on est à l'écoute de ces demandes et vous avez raison de souligner que c'est un vrai phénomène de fond qui a été, je dirais, dramatiquement souligné cette année par la crise avec ce besoin de proximité accrue, avec ce besoin de fiabilité accrue, quelque chose de naturel dans lequel on ne rajoute rien. Je pense que l'ensemble des marques pâtissent de cette image qu'on peut considérer comme plus totalement justifiée, mais on en pâtit. Et il faut rassurer le consommateur. Et pour ça, vous l'avez vous-même dit, le logo bio est un moyen de rassurer, et c'est vrai. Et nous avons énormément développé le bio, et du reste, ça se développe à plus de 20% actuellement sur le segment. On a pris notre leadership aussi là-dessus. Et puis, cette idée de faire 100% naturel, de rien ajouter, de quelque chose qui soit fidèle finalement au fait maison avec un gain de praticité et de temps. C'est ça notre vrai argument. Minimiser la différence gustative et augmenter largement la praticité. Mais alors, je repose la question, est-ce que ça a supposé des modifications d'organisation, notamment pour répondre aussi à la demande de relocalisation de produits français et donc de légumes produits par des agriculteurs français? Oui, non, vous avez raison de la reposer parce que c'est le point critique d'évolution qu'il faut faire. Et nous sommes sur ce chemin-là. Donc nous sommes passés
passer de 5 à 25% des légumes français, donc on n'est pas encore à une totalité, mais nous avons par exemple développé une gamme totalement de légumes français qui n'existait pas il y a 2 ans. Nous avons également adapté avec des partenariats spécifiques sur 2 légumes, pour être très précis, pour répondre à votre point. Les carottes et les potirons sont maintenant sourcés en France. Il y a une notion de partenariat à long terme agricole et qui est mis en place. Et nous sommes dans cette phase de développement et on sait très bien quelle est la direction. Donc on l'a déjà fait évoluer et on va continuer de le faire évoluer. Ça veut dire que vous travaillez, par exemple, aujourd'hui avec combien d'agriculteurs français? Et si on se projette un peu dans l'avenir, c'est un chiffre qui pourrait augmenter dans quelle proportion? Alors aujourd'hui, nous avons 160 agriculteurs partenaires. Dans quelle proportion l'objectif est d'atteindre, je ne vous répondrai pas en nombre de partenaires, parce que ça peut varier, on peut en avoir, mais par contre en pourcentage du volume, et nous avons l'objectif d'être à plus de 50% des légumes sourcés en France, approvisionnés en France, sachant que ça n'est pas évident, pour tout vous dire. D'abord, il y a des problèmes de saisonnalité, il y a quelques légumes qui sont impossibles à trouver en France, mais pour l'essentiel, oui, il faut opérer ce mouvement progressif, et aussi un mouvement qui soit acceptable en termes de prix, parce qu'il ne faut pas se le cacher, souvent l'approvisionnement français quand même coûte plus cher qu'un approvisionnement plus lointain. Oui, et puis la notion du prix, elle va rester centrale toute cette année 2021 parce qu'on a vu que malheureusement la crise sanitaire, la crise économique provoque un appauvrissement. D'ailleurs, vous travaillez avec les Restos du Cœur, ça fait partie des engagements solidaires de l'IEBIC. Vous sentez justement dans ce partenariat qu'il y a une demande malheureusement de plus en plus forte? Comme vous dites, malheureusement, c'est extrêmement sensible. Alors je dirais, il y a 2 éléments. D'abord, là où nous restons confiants dans cette période de crise, c'est que la soupe est un produit peu cher, et c'est un plat complet qui est un plat, je dirais, en période de crise qui peut parfaitement correspondre. Et on l'a vu dans la demande des Restaurants du Cœur. Nous avons un partenariat depuis 2 ans avec eux, sur lequel on avait conçu une promotion, un produit acheté, un produit offert au Resto du Cœur. Nous avons cette année donné plus de 180 000 produits au Resto du Cœur et nous avons de plus en plus de demandes. Ils sont eux-mêmes extrêmement sollicités. Et donc, je dirais à la fois, cela résonne dans le cœur de tous les gens qui fabriquent l'IEBIC en France. C'est quelque chose qui a du sens par rapport à notre produit lui-même, à l'image du produit, à la façon dont c'est ancré dans le patrimoine culinaire français. Et puis après, face à cette réalité, on ne peut pas rester inactif. Et donc, évidemment, c'est l'occasion d'amplifier le partenariat qu'on a démarré. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes sur le bilan carbone, l'empreinte carbone de la marque, et notamment ce pipeline là que vous avez construit en partenariat avec des géants de l'énergie. Alors expliquez-moi, c'est quoi? C'est dans le cadre du recyclage de vos déchets, c'est ça? Alors ça va même beaucoup plus loin, donc vous avez raison, avec Engie et Suez. En fait, ils ont construit, et je dirais c'est indépendant de nous, une station d'épuration, on va dire, en fait, d'incinération, excusez-moi, une unité d'incinération de toute la région près d'Avignon, là où nous nous trouvons. Et ce que nous avons fait, c'est construire un pipeline de 6 km qui relie donc cette usine d'incinération à notre usine afin de pouvoir s'approvisionner, afin d'utiliser la vapeur que eux-mêmes dégagent pour produire l'énergie dont nous avons nous-mêmes besoin. Et ça nous a permis effectivement de diminuer déjà notre consommation d'électricité, d'après de diminuer de 75% les émissions de CO2, ça représente 7000 tonnes par an en moins d'émissions de CO2, et de réduire donc globalement notre empreinte carbone de 70%. Donc c'est vrai que c'est un exemple dont nous sommes fiers, d'une collaboration entre des grosses unités et dans un projet géré sociétal d'un point de vue capitalistique beaucoup plus lourd, et puis l'adaptation qu'on en a fait chez nous. Et c'est vraiment gagnant-gagnant, et on en est très fiers. Et en quelques mots, c'est un investissement qui se rentabilise rapidement, parce que c'est un investissement lourd quand même. Oui, alors non, la réponse est, comme vous dites, il est lourd et donc il faut le faire dans la durée, mais c'est
un cycle Liebig contrasté en France dans la durée. Et donc, c'est ainsi qu'on l'a amorti et qu'on l'a inscrit dans nos comptes. Donc, c'est un engagement à long terme que nous avons pris. Mais on en est fiers, comme le fait de produire en Avignon, d'ancrer davantage la marque Liebig dans ce patrimoine français. Et nous sommes persuadés que sur ce produit spécifique de la soupe, c'est particulièrement apprécié et l'évolution de nos parts de marché semble le confirmer. Merci beaucoup, merci Vincent Prolongeau. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur les défis des directeurs RSE pour cette année qui commence. Le débat d'aujourd'hui porte sur les défis des directeurs du développement durable pour cette nouvelle année. J'accueille Odile Marek, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice organisation méthode et RSE pour Bolloré Logistique. Et François Garot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable mission RSE auprès du COMEX de Generali. Et vous appartenez tous deux au C3D, le collège du directeur du développement durable. Peut-être pour redire la base, le climat, la défense de l'environnement, dans vos métiers respectifs, ce sont aujourd'hui des enjeux majeurs ? Nous, c'est complètement un enjeu business maintenant. Si on ne fait rien, donc un nombre croissant de nos clients nous demande de les accompagner pour décarboner la supply chain. Si on ne répond pas présent, on perd l'appel d'offres. Ça n'est même plus la peine de... Enfin, on ne peut plus travailler, quoi. Donc c'est vraiment... Moi, ça m'aide beaucoup dans mes activités parce qu'on est en train de mettre la RSE au cœur de toutes les fonctions de l'entreprise. Oui, et au cœur de la stratégie, ça fait depuis le mois de septembre dernier que je présente cette émission. On voit qu'il y a vraiment un mouvement général, quoi. Ça rentre au cœur de la stratégie maintenant. Ces questions-là, dans vos métiers de l'assurance, c'est pareil. C'est même central, puisque ça n'échappe à personne que la multiplication des événements climatiques, tant sur la fréquence que leur intensité, frappe très durement les territoires, les économies. C'est un enjeu à la fois avec notre casquette d'assureur, mais aussi dans notre fonction d'investisseur, parce que les assureurs sont aussi des investisseurs majeurs, où là on voit que nos investissements, qu'ils soient en Europe ou à l'échelle planétaire, on est également impacté par le réchauffement climatique, que ce soit sur les hommes ou sur les territoires. Vous dites qu'il faut élever la culture du risque. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? Ça, c'est assez paradoxal. C'est cette culture du risque. On voit bien qu'on vit dans une société où le principe de précaution, on attend tout de maman État, voilà, et on se rend compte que il y a une espèce de défiance générale vis-à-vis du risque. Quand on parle de risque, il y a un corollaire très clair qui s'appelle la prévention. Et donc, du coup, quel est le partage dans cette culture de risque de ce qui peut être transféré via une prime chez un assureur, donc je transfère via une prime un risque, mais c'est financier, de la réalité de la prise en charge de ce risque. Pour parler plus concrètement, l'assureur, lui, va indemniser financièrement. Ouais. Mais il indemnise en général à hauteur de 50%. C'est les garanties qu'ils le veulent, mais on ne couvre jamais la totalité des dommages dont peuvent être victimes nos clients. Et donc, ça veut dire qu'il y a une part du risque qui reste en fait à la charge des individus, des entreprises. Et cette part de risque, elle peut être réduite. Et donc ça veut dire aussi qu'on parle d'accroître cette culture de risque, c'est qu'on doit accroître cette culture de la résilience. C'est-à-dire il y a des zones où c'est plutôt pas trop malin de s'installer. Il y a des activités qu'on a plutôt intérêt à modifier, que ce soit sur leur empreinte carbone ou même en matière simplement individuelle, en termes de pratique d'activité physique. On sait très bien qu'il y a des corrélations évidentes entre la pratique physique et la résilience. Vous pouvez tomber malade, mais vous rétablissez plus vite. Ouais, donc se prendre en main, ne pas tout attendre de l'État, mais de l'assureur aussi. Je retiens ce que vous nous dites, ce début d'année 2021, malheureusement, on est dans la continuité de 2020 pour ce qui concerne l'épidémie et la Covid-19. Quelles leçons vous tirez de cette crise, Odile Marek, en tant que directrice RSE? Oui, je pense que c'est vraiment l'année où le monde entier a pris conscience qu'on était beaucoup plus vulnérable malgré les technologies, les avions qui volaient partout. Et on s'est recentré sur des choses qui étaient essentielles, donc la santé, les gens. Et c'est pour ça que moi je ressens, nos clients donc nous demandaient, c'est ça, avaient des gros enjeux par rapport au réchauffement climatique. Mais cette année, maintenant, voilà,
tout le monde est réceptif, nos collaborateurs, toutes les personnes qu'on rencontre. Il y a un terme que moi j'entends beaucoup ici et que vous devez entendre aussi, c'est le terme d'écosystème. C'est-à-dire que les entreprises, vos clients, réfléchissent parfois en groupe, c'est-à-dire qu'ils sont concurrents, mais ils ont les mêmes intérêts. Voilà. C'est très nouveau. Quelles conséquences ça a pour un métier comme le vôtre? Mais c'est vraiment très nouveau parce que ça nous, voilà, effectivement, des entreprises qui sont concurrents dans un secteur donné nous disent, et c'est vraiment très, très récent, nous disent, écoutez, nous, ça ne nous embête pas que vous mutualisiez les flux, par exemple une tournée d'enlèvement, vous envoyez votre camion dans tel endroit, et même s'il fait un détour de quelques kilomètres, si ça lui permet d'être mieux rempli pour aller chercher la marchandise de notre concurrent, faites-le, allez-y. Et on a des groupes de travail, avec donc des concurrents, avec toutes sortes d'entreprises. Et ça, c'est vraiment nouveau. À ce point-là, oui. Avant, jusqu'à finalement il y a 1 an, 2 ans, dans le transport, les entreprises, si vous voulez, le produit le plus rapidement possible et pour que ça coûte le moins cher possible. Et maintenant, on a des clients qui nous demandent de les aider à remettre à plat leur organisation logistique. Par exemple, pour répondre à des questions, est-ce qu'il vaut mieux que je transporte en bateau, donc ça va prendre du temps, mais ça sera beaucoup moins carboné, des pièces détachées, que je les assemble près de l'endroit où elles vont être consommées, plutôt qu'au dernier moment, 3 jours avant, j'exporte comme ça avec un avion beaucoup plus polluant les produits finis. Et ça, c'est un vrai effort dans la supply chain. Et c'est aussi évidemment parce que il y a une pression, une demande de nous, citoyens, consommateurs, des consommateurs. Elle se ressent aussi, François Garot, vous avez évoqué le rôle d'investisseur des assurances, des compagnies d'assurance. Ça se ressent aussi dans le domaine de l'épargne, cette pression des consommateurs. Alors non seulement ça se ressent, mais il y a même une poussée de l'attente et des demandes de nos épargnants. C'est-à-dire que la notion de performance réduite à un simple taux n'est plus suffisante. Elle reste présente, pas non plus dire n'importe quoi. Et donc du coup... Mais ça veut dire quoi? Il faut donner presque du sens à son épargne? Alors, ça passe par une demande de sens, donc de plus en plus de voir apparaître des nouvelles générations de fonds, d'unités de compte, de fonds thématiques qui peuvent être water, environnementaux, sociaux aussi, de plus en plus. Là, on vient de sortir notre dernier fonds General Impact Investing de nature sociale qui va permettre pour partie de financer des actions de notre fondation The Human Safety Net, par exemple. C'est aussi une exigence, je dirais, qui est à la fois qui part des individus, mais pas seulement. Ça accompagne aussi toutes ces transitions. Ça n'a échappé à personne que l'Europe est extrêmement présente. La France a été un des piliers il y a 5 ans avec la COP21. Mais maintenant, il y a aussi une réglementation qui pousse les investisseurs institutionnels à aller dans ces directions. Ce qui est vraiment nouveau, et on l'évoquait tout à l'heure en aparté, c'est cette notion d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous êtes au bon endroit pour en parler. C'est ce que je disais, le nom de cette émission est absolument génial pour ça, parce que Smart Impact, on est vraiment au cœur nucléaire du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui s'engager à investir dans des entreprises, dans des activités dont on ne pourrait pas démontrer qu'elles ont un impact, soit positif, donc ça c'est très chouette, mais c'est pas toujours le cas, soit la notion d'impact peut être une réduction des impacts négatifs. C'est aussi le chemin, c'est la trajectoire. On part de là et voilà où on veut aller. Ça veut dire qu'on n'est pas, on va pas supprimer tous nos univers d'investissement parce qu'il y a des tas d'activités qui restent quand même polluantes, mais pour autant, si ces activités se transforment pour réduire leur impact, et ben ça vaut le coup, parce que ça veut dire qu'on accompagne toutes les transitions. Donc on ne rentre pas dans une logique de type Khmer vert, il y a des activités qu'on bannit complètement, et puis d'autres, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire d'accompagnement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, et ce qu'on promeut beaucoup au niveau du C3D, c'est parce que là, souvent, quand on parle d'investissement, on parle des grosses boîtes comme les nôtres. Bon, on est équipé on est équipé en personnel, en savoir-faire, etc. Mais c'est tout ce tissu de PME en France qui n'est pas touché. Et ils n'ont pas les moyens de se payer un directeur du développement durable. Ils n'ont pas les budgets pour se payer un consultant de haut niveau. Et donc, comment on embarque les 90% du tissu industriel? Et par l'épargne et l'investissement, et par la finance, on peut les embarquer finalement. Alors, on peut les embarquer, mais pas seulement. C'est pas suffisant. Mais oui. C'est l'un des leviers. Ce débat porte sur vos défis pour l'année qui démarre. Est-ce que finalement, tout ce qu'on vient de dire, Odile Marek, ça ne vous facilite pas la tâche? Ça rend votre job central dans l'organisation de l'entreprise? Mais complètement. Mais absolument, tout à fait. Avant, jusqu'à il y a quelques années, on avait des obligations de reporting, mais sans forcément
devoir améliorer les choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avant les appels d'offres, il y avait quel est le prix et quelle est la durée pour aller du Havre à Shanghai. Maintenant, il y a une troisième colonne qui est le CO2. Et avec, proposez-nous des alternatives. On a des clients qui ont divisé par 2, donc c'est très très drastique, le volume qu'ils nous remettaient en aérien. Donc il y a donc on est complètement en prise avec les opérations. Donc on travaille avec nos acheteurs de fret, avec les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, le rail, enfin pour trouver des solutions, pour mettre en place des partenariats, parce que souvent pour eux, un meilleur bateau, un meilleur avion, un meilleur camion, ça demande des investissements. Donc il faut que quelqu'un paye. Et ça, on peut le faire à 3, donc les clients, le fournisseur et nous qui achetons ces capacités de transport. Et quand vous dites finalement la RSE, les impératifs de développement durable, maintenant ils se diffusent un peu partout dans les différents métiers de l'entreprise, ça a supposé quand même quoi, un peu de réorganisation, de formation. Il y a encore de la formation à faire. Énormément de formation. On a fait, j'ai passé des roadshows du temps, on pouvait bouger, des webinars, on a créé des modules pour apprendre, parce qu'on a des gens partout dans le monde, expliquer les fondamentaux de la RSE, l'environnement, les enjeux climatiques, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, et qu'est-ce que nous, on peut faire, comment on arrive à passer de... on prend le premier avion, à une meilleure solution, une optimisation. Et donc, énormément de formation, parce que c'était assez nouveau. On entend, il y a de temps en temps un peu de lobbying, c'est-à-dire, oui, le gaz comme ci, il est meilleur que celui-là, et l'hydrogène, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, en plus, il fallait clarifier tout ça. Donc, ça s'est passé, et ça passe encore, et ça passera encore par énormément d'explications, de pédagogie. 1 minute pour conclure, François Garot. On ne vous regarde plus comme avant? J'espère que si, mais... En mieux. En mieux, en plus durable. C'est vrai qu'on peut passer du statut de petit bonhomme vert, le petit caillou dans la chaussure qui emmerde tout le monde, pour réduire l'empreinte carbone, rappeler qu'il y a un certain nombre de principes, mais je partage tout à fait le propos d'Odile, parce qu'en fait, ce qui a vraiment, ce qui, de mon point de vue, tranche aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces sujets dans l'entreprise. C'est de passer d'un statut où il y a le petit bonhomme vert, où maintenant c'est totalement transversal, et au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est dans la gouvernance même du COMEX, à l'échelle du groupe, que ce sujet maintenant est pris en charge. Et ça rentre, et ça change tout, ça rentre y compris dans les objectifs du board. C'est-à-dire que c'est pas un sujet qu'on regarde, ouais, mais c'est sympa, mais j'ai quand même business as usual, je vais quand même m'occuper de la vraie vie parce que ton truc... Non. Maintenant, ils sont aussi évalués là-dessus, à titre personnel, bon, ça c'est important évidemment, mais maintenant, surtout, c'est que nos analystes financiers et extra-financiers évaluent aussi leurs entreprises sur la nature de leurs engagements. Donc là, du coup, on rigole plus du tout. Et c'est vrai pour nous, mais c'est pas vrai que pour nous en tant qu'entreprise, c'est vrai sur toute notre chaîne de valeur. J'imagine comme Bolloré, alors pour générer moi, l'ensemble de notre chaîne de valeur est évalué sur ces critères extra-financiers. Donc ça change vraiment tout. Eh ben, on continue avec cette émission et on sera donc toute cette année, encore une fois, au cœur du réacteur. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, Smart Ideas, on recycle le plastique. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Arthur Rosen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de Skytech. Votre métier, c'est le tri, la valorisation du plastique, c'est ça? Alors chez Skytech, nous faisons deux choses. Donc la première, c'est que nous trions des plastiques complexes qui proviennent de l'automobile, de l'électroménager. Ça, c'est la première chose. Je vous ai ramené un échantillon. Ouais. Donc, dans ce sachet, vous avez 3 plastiques différents, de l'ABS, du PS et du PP, qui proviennent d'une coque de téléphone, d'un aspirateur ou d'un morceau de pare-choc de voiture. Oui, donc c'est pas n'importe quel plastique. C'est du plastique, on dirait déjà un peu, voilà, un peu premium. Un peu premium, voilà. Ok, d'accord. Une résistance au choc importante, des qualités physiques intéressantes. Donc nous trions ces plastiques et la complexité de ce tri, c'est que ces 3 plastiques que je vous ai mentionnés, mettez-les un peu plus haut. Voilà, ils ont la même densité. D'accord. Et ça les rend compliqués à traiter. Et donc chez Skytech, nous avons mis en place une innovation qui nous permet de trier ces plastiques avec une grande efficacité et de manière industrielle. Et vous le transformez en quoi alors, voilà, après? Donc ça, c'est la première étape. Ouais. Et la deuxième étape, c'est on transforme donc ces plastiques en résine. Ouais. Vierge, enfin pas vierge, de la résine, qui a les mêmes propriétés que de la résine vierge fabriquée à partir du pétrole.
et donc réutilisée de nouveau dans l'automobile, l'électroménager. D'accord, donc elle a les mêmes qualités, parce qu'évidemment, il y a de la part de ces constructeurs une demande de résistance à un certain nombre de choses, choc, feu, etc., etc. La résine recyclée que vous produisez, elle a les mêmes qualités? Elle a les mêmes qualités, exactement. Les mêmes propriétés physiques, alors pas à 100%, mais en tout cas, elle répond au cahier des charges des constructeurs automobiles, enfin, et de tous nos clients qui nous achètent cette résine aujourd'hui. Donc ça supposait, vous l'avez dit, de l'innovation, mais vous venez d'annoncer un changement d'échelle en quelque sorte, c'est ça? Vous rentrez dans une forme d'industrialisation plus importante? On a démarré une usine au mois d'octobre. Donc nous avons aujourd'hui 10 000 tonnes de capacité qui sont installées, dans un contexte qui nous paraît assez favorable d'une part, et puis surtout on a la grande chance d'avoir un actionnaire qui est un fonds d'investissement qui soutient la société depuis 2013, et donc ça permet de démarrer de manière industrielle, et on va monter progressivement l'année prochaine et en 2022 à des capacités encore plus importantes. Ça veut dire que vous pourriez ouvrir d'autres sites? Vous êtes dans cette logique-là? Il y a vraiment un marché important qui s'ouvre? Alors le marché, la demande, elle est très importante. Tout ce qu'on va produire l'année prochaine est déjà vendu aujourd'hui, avec une grande partie qui va partir en Asie d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et donc on va augmenter les capacités de l'usine qu'on a à Bonnières-sur-Seine pour la passer à 20 000, 30 000 et 40 000 tonnes dans les 24-36 mois. Et puis effectivement, on va mettre le cap sur l'étranger, pour aller capter d'autres gisements de matière dans des pays qui nous semblent intéressants. Donc on a commencé un premier screening, on a une idée qui se précise tout doucement. Donc voilà, donc l'avenir nous paraît... Vous êtes déjà dans la prospective du site où vous pourriez vous installer à l'étranger, si j'ai bien compris. Absolument, absolument. En fait, on a fait une étude de marché avec un cabinet stratégique. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un fonds d'investissement comme Xeris au capital. C'est qu'on a les moyens de mettre les bonnes personnes et de prendre les bonnes décisions. Et donc aujourd'hui, quand on regarde le marché de ces 3 plastiques en résine pure, il n'y a pas un acteur majeur en Europe. Il y a quelques petits acteurs qui font de la matière qui n'est pas aussi bonne que la nôtre. Il y a un acteur qui est un petit peu plus grand, mais pas non plus quelqu'un qui peut prendre une position européenne forte. Et donc nous, on veut prendre cette position de leader européen, parce qu'on pense qu'il y a une place à prendre. Il reste 30 secondes. Le point de départ, c'est la technologie dans cette aventure? Alors c'est la technologie, et puis surtout, c'est essayer d'avoir un impact carbone favorable. Bien sûr. Rapidement, en 2 chiffres. Quand nous produisons de la résine à partir de ces déchets, on va émettre 37 kg de CO2. L'industrie de la pétrochimie, quand ils produisent cette même résine, c'est 2800 kg de CO2 par tonne. C'est vertigineux la différence. C'est incroyable, c'est phénoménal. Et donc, ça répond évidemment à une demande très importante de tous les secteurs d'afficher un bilan carbone en baisse. Donc, vous répondez à cette demande avec 2 niveaux, très vite. À 2 niveaux. Au niveau de la résine, mais aussi au niveau de ces déchets, puisque s'ils ne sont pas traités, ils vont être enfouis ou pire, incinérés, avec des émissions en carbone aussi très, très négatives. Et ben voilà, une solution gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arthur Rosen. À bientôt sur Bismart. La prochaine fois, on prendra plus de temps. Fin de cette première émission de l'année. C'était un bonheur de vous retrouver. À bientôt, à demain, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.